en Tunisie qui va nous parler de la thrombopénie et une grossesse. Chers confrères, tout d'abord, je tiens à remercier nos chers amis marocains pour l'organisation et leur accueil chaleureux. Ensuite, permettez-moi de vous présenter les résultats de notre travail intitulé Thrombopénie et grossesse. Donc, le plan de notre présentation va commencer avec une introduction, les objectifs, les méthodes de notre travail, les résultats avec des discussions, pour finir avec la conclusion. Donc, la thrombopénie c'est le deuxième trouble hématologique le plus fréquent chez les femmes enceintes après l'anémie. Ça touche 8 à 10% des femmes enceintes. C'est une source notable de morbidité et de mortalité pendant la grossesse. Donc, il y a deux paramètres à identifier lorsque une femme enceinte consulte avec une thrombopénie. C'est le timing de la détection de la thrombopénie, est-ce que c'est le premier trimestre ou le deuxième et troisième trimestre, et la sévérité de la thrombopénie. Donc, lorsque la thrombopénie est inférieure à 150 000 au premier trimestre, c'est a priori un PTI. Et lorsque la thrombopénie est constatée au deuxième et troisième trimestre, selon la sévérité de la thrombopénie, si c'est supérieur à 100 000, ça fait a priori une thrombopénie gestationnelle. Et si c'est inférieur à 100 000, c'est a priori un PTI après exclusion des causes, bien sûr, gynécologiques. Les objectifs de notre travail étaient d'analyser les caractéristiques clinico-biologiques des patientes enceintes atteintes de thrombopénie gestationnelle et de purpura thrombopénique immunologique et d'évaluer les stratégies de prise en charge des patientes enceintes diagnostiquées avec thrombopénie gestationnelle ou un PTI. Donc, on a mené une étude descriptive rétrospective analysant 72 cas dans notre service d'hématologie clinique Monastir. Ces patientes, sur une période qui s'est étalée sur 4 ans, entre 2019 et 2023. L'étude s'est concentrée sur les thrombopénies gestationnelles et le PTI, et les autres étiologies de la thrombopénie pendant la grossesse ont été exclues. Donc, on a considéré les femmes présentant une thrombopénie au premier trimestre avec des chiffres de plaquettes inférieurs à 150 000, des thrombopénies, des PTI, et les patientes présentant un chiffre de plaquettes supérieur à 100 000 au cours du deuxième et troisième trimestre comme des thrombopénies gestationnelles, et lorsque le chiffre de plaquettes est inférieur à 100 000 au cours du deuxième et troisième trimestre comme un PTI. Donc, pour les résultats, 80% des patientes dans notre étude étaient diagnostiquées avec une thrombopénie gestationnelle, tandis que le reste présentait un PTI. Donc, selon la littérature, la thrombopénie gestationnelle, c'est la cause prédominante des thrombopénies chez la femme enceinte, alors que le PTI représente seulement 1 à 4% des thrombopénies survenant pendant la grossesse. Concernant les antécédents de thrombopénie gestationnelle chez les patientes enceintes, on a constaté que 78% de nos patientes n'avaient aucun antécédent de thrombopénie gestationnelle, 18% de notre patientes avaient un antécédent de thrombopénie gestationnelle et 4% de nos patientes avaient 3 antécédents de thrombopénie gestationnelle. Donc, les études ont souligné que le fait que la femme a présenté une thrombopénie gestationnelle, le risque de récidiver la thrombopénie gestationnelle est 14,2 fois plus élevé. Donc, répartition selon la sévérité de la thrombopénie pendant la grossesse. Donc, 53% de notre patientes ont présenté une thrombopénie modérée et 7% de patientes ont présenté une thrombopénie sévère avec un chiffre inférieur à 50 000. Pour le syndrome hémorragique, 87% de notre patientes n'ont présenté aucun syndrome hémorragique et 12% des patientes ont présenté des épisodes hémorragiques qui étaient tous de faible intensité sans signe de gravité, avec 8% étaient des thrombopénies gestationnelles et 4% des PTI.
Concernant la corrélation entre la thrombopénie et le syndrome hémorragique, dans notre série, on n'a pas trouvé une corrélation statistiquement significative entre la numération plaquettaire et les manifestations hémorragiques. Et la présence de syndrome hémorragique ne semble pas, selon notre étude, directement liée à la gravité de la thrombopénie dans notre série. Donc, selon les études pour la thrombopénie gestationnelle, il n'y a pas de risque accru d'hémorragie maternelle. Les nouveau-nés ne présentent pas de risque accru de thrombopénie cliniquement significatif. Et pour les symptômes de PTI chez les femmes enceintes, ça semble aux symptômes constatés chez les femmes non enceintes. Donc, selon les auteurs, donc, un chiffre de plaquettes inférieur à 50 000 risque augmente le risque de syndrome hémorragique de 24%. Cependant, la majorité des auteurs montrent qu'il n'y a pas une corrélation entre la sévérité de la thrombopénie et le risque de saignement postpartum. Donc, la numération plaquettaire des patientes atteintes de thrombopénie gestationnelle s'est normalisée après accouchement sans nécessité d'exploration supplémentaire dans notre étude. Donc, la thrombopénie gestationnelle, c'est généralement spontanément résolutive et la numération plaquettaire tend à se normaliser dans 1 à 2 mois suivant l'accouchement sans besoin d'intervention ou de traitement spécifique. Une numération plaquettaire à 6 semaines après la naissance est donc recommandée. Concernant les étiologies chez les femmes enceintes présumées ayant un PTI, donc on a réalisé une évaluation étiologique approfondie pour nos patientes présumées ayant un PTI. Les sérologies virales VIH, hépatite C, hépatite B étaient négatives. La sérologie Helicobacter pylori était positive chez 4% des patientes, tout en sachant que cet examen manque de sensibilité et de spécificité, donc ce n'est pas un résultat qu'on peut... Et pour les tests immunologiques étaient positifs à 18%, donc 18% des patientes avaient des anticorps antinucléaires positifs. Concernant la prise en charge thérapeutique, donc les patientes ayant une thrombopénie gestationnelle n'ont pas reçu de traitement ni de transfusion plaquettaire. Et concernant les 7% des patientes qui ont présenté une thrombopénie sévère inférieure à 50 000, un test thérapeutique aux corticoïdes a été initié et la majorité des patientes ont répondu positivement à ce traitement. Une seule patiente s'est avérée corticorésistante et a nécessité des injections intraveineuses d'immunoglobuline avant l'accouchement. Aucune patiente n'a eu besoin de transfusion plaquettaire et notre prise en charge a permis un accouchement sans événement hémorragique pour toutes les femmes. Donc, selon les études, aucun traitement n'est nécessaire pour la thrombopénie gestationnelle car les chiffres de plaquettes restent souvent supérieurs à 70 000. Cependant, 15 à 35% peuvent nécessiter une prise en charge avant le travail en fonction du chiffre de plaquettes. Donc, selon l'American Society of Hematology, un traitement à 6 semaines d'aménorrhée ou avant peut être indiqué si l'accouchement est imminent, si le taux des plaquettes est inférieur à 30 000 ou inférieur à 50 000 à l'approche de l'accouchement ou si la patiente est symptomatique. La molécule de référence pour le traitement des thrombopénies au cours de la grossesse est le prednisolone. Il a commencé à 20 mg par jour selon certains auteurs, mais souvent on commence par une dose de 1 mg kilo et on essaye de maintenir la dose efficace la plus faible. Donc la réponse plaquettaire est généralement observée entre 4 et 14 jours et la même dose de corticostéroïdes doit être maintenue pendant 21 jours avant de commencer de réduire la dose. Si la réponse aux stéroïdes est insuffisante ou si une réponse rapide est nécessaire, l'immunoglobuline intraveineuse peut être utilisée. Les immunoglobulines ont un effet rapide, augmentation de plaquettes entre 1 à 3 jours avec une réponse maximale dans un délai de 2 à 7 jours. L'augmentation du nombre de plaquettes dure généralement entre 1 à 3 semaines. Pour le traitement de deuxième intention, donc, les médicaments utilisés chez les femmes non enceintes manquent de données sur l'innocuité pendant la grossesse. Concernant la splénectomie, elle peut être envisagée dans des rares cas et de préférence au deuxième trimestre.
Les agonistes de récepteurs de la thrombopoïétine, ça manque de données sur l'innocuité pendant la grossesse, donc leur utilisation systématique pendant la grossesse n'est pas recommandée. Les immunosuppresseurs tels que l'azithromycine et la cyclosporine ont été utilisés pendant la grossesse avec des effets secondaires acceptables, mais la réponse est retardée. Les rituximab restent déconseillés vu le risque infectieux. Pour les transfusions de CPS, elles devraient être disponibles en cas d'hémorragie importante ou si la numération plaquettaire est inférieure à 50 000 à l'approche de l'accouchement, en association avec les immunoglobulines. Donc, pour conclure, l'évaluation de la thrombopénie au cours de la grossesse doit être soigneusement réalisée en fonction de la gravité de la thrombopénie et la période gestationnelle au moment du diagnostic. Les diagnostics différentiels entre thrombopénie gestationnelle et PTI difficiles en raison de l'absence de syndrome spécifique et une approche interdisciplinaire impliquant les hématologues et les gynécologues est nécessaire pour une prise en charge experte, réduisant ainsi le risque hémorragique. Et merci pour votre attention. Merci Zaina pour cette présentation. Et donc, la deuxième présentation sera faite par Dr Nizar Dahmeoui, qui va nous parler donc des thrombopénies immunes chez les sujets moins de 20 ans. Expérience du service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital 20 août de Casa. À vous la parole. Donc, permettez-moi de vous présenter le travail intitulé Thrombopénie immune chez les sujets de moins de 20 ans, expérience du service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital 20 août de Casablanca. Donc, il s'agit d'un groupe hétérogène de maladies auto-immunes définies par une réduction significative du nombre de plaquettes dans la circulation sanguine suite à une destruction accélérée par des anticorps et par les macrophages de la rate, la plus fréquente thrombopénie périphérique, 2 pics de fréquence chez l'enfant de 2 ans à 8 ans et un deuxième pic chez l'adulte de 20 ans à 40 ans, avec un sexe ratio égal à 1. C'est un diagnostic d'élimination. Il faut exclure les pseudothrombopénies, l'agglutination à l'EDTA, satellitisme des plaquettes autour des neutrophiles et des plaquettes géantes. La thrombopénie à investiguer, c'est les thrombopénies moins de 100 000 éléments par millimètre au cube. Le frottis sanguin confirme la thrombopénie, il élimine la présence de cellules anormales. Le myélogramme, son indication reste à discuter. Le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie, l'immunoglobuline intraveineuse, l'anti-CD20, l'analogue des récepteurs de la thrombopoïétine et la splénectomie. Donc, on a mené une étude rétrospective, descriptive et analytique au sein du service d'hématologie clinique de l'hôpital de 20 août du CHU de Casablanca sur une période de 10 ans allant de janvier 2009 au décembre 2019. Sont inclus les patients âgés de 19 ans au moins, ayant présenté une thrombopénie, un taux de plaquettes moins de 100 000 et dont l'origine auto-immune a été confirmée. Sont exclus les patients strictement âgés plus de 19 ans et les dossiers inexploitables. L'objectif de l'étude, c'est dresser un état des lieux sur les thrombopénies immunes de l'enfant, proposer un protocole de soins standardisé de diagnostic et de traitement, apprécier le retentissement de la maladie sur la qualité de vie des patients et sur leurs parents. Donc, dans notre étude, sur 83 patients, l'âge médian retrouvé dans notre étude était de 10 ans, avec des extrêmes allant de 2 mois à 19 ans. Les résultats de notre analyse montrent une prédominance féminine dans toutes les tranches d'âge, avec un sexe ratio de 0,41, sauf avant 2 ans où la répartition devient similaire. 8% des patients présentaient un syndrome grippal avant l'apparition des symptômes de la thrombopénie. La durée d'évolution des symptômes avant la prise en charge est représentée par la figure suivante, avec prédominance du mode de révélation brutal dans 42% des patients. Le motif de consultation le plus fréquent dans notre série était un syndrome hémorragique cutané, 65%, et cutanéo-muqueux chez 20%. Les saignements muqueux étaient faits essentiellement de gingivorragie, des épistaxies, en plus des ménorrhagies chez les patients de sexe féminin. Plus que la moitié des patients avaient un saignement modéré à peu sévère, grade 3 de Buchanan. 65% des patients présentaient un saignement cutané. 31 rapportaient un saignement localisé en membre et 20 patients un saignement généralisé. La numération plaquettaire initiale des patients allait de 500 à 98 000 éléments par millimètre au cube. La valeur moyenne de la numération plaquettaire initiale était de 16 650. Une thrombopénie initiale profonde moins de 20 000 a été retrouvée chez 77% des cas.
32 patients, soit 39%, présentaient une anémie de type hypochrome microcytaire chez 28 patients. Le taux minimal d'hémoglobine était de 3,2 grammes par décilitre et le bilan étiologique concluait à 3 patients avec un anticorps antinucléaire positif. 87% des patients ont reçu un traitement par corticothérapie, que ce soit la prédnisone faible ou forte dose ou la dexaméthasone avec un taux de réponse initial de 78%. Rémission complète et rémission partielle incluses. 6% des patients ont reçu l'immunoglobuline intraveineuse J1 puis J3 avec des taux de réponse à 100%, 60% de rémission complète et 40% de rémission partielle. La reprise de la corticothérapie initiale était le moyen le plus utilisé en deuxième ligne thérapeutique, suivi de l'anti-CD20, puis la dexaméthasone et l'immunoglobuline intraveineuse. L'anti-CD20 donnait un taux de réponse initial de 81%, 31% de rémission complète et 50% de rémission partielle et un échec chez 19% des patients. Les thrombopaques étaient utilisés uniquement chez 2 patients, avec un patient qui a répondu et un autre qui était en échec. L'indication de la splénectomie était posée chez 13% des patients, avec un âge médian à la splénectomie de 14,3 ans et un taux de réponse initial de 81%. Passant à l'évolution des patients, 40% des patients ont maintenu une rémission complète, 10% ont gardé une thrombopénie mais sans syndrome hémorragique, 79% des patients avec une évolution favorable avaient initialement un grade 3 selon le score de Buchanan. Chez les malades chroniques, on note une prédominance féminine avec un sexe ratio homme-femme de 0,13 et de la tranche d'âge plus de 6 ans. Le mode d'installation brutale était prédominant. Le statut final des patients, 46% des patients étaient en rémission complète, 5% en rémission partielle, 10% qui sont en échec thérapeutique et 39% sont perdus de vue. Donc on a essayé d'évaluer le retentissement de la maladie sur la qualité de vie à travers un questionnaire. Le score global de ce questionnaire variait entre 62 et 75 chez les enfants. Chez les parents, variait entre 59 et 70. Les réponses aux 26 items pour chacun des enfants et leurs parents étaient cotées selon une échelle de Likert. Le résultat des réponses à chaque question du questionnaire de qualité de vie était fait dans 5 sous-domaines pour les enfants et 6 sous-domaines pour les parents. 100% des enfants ont déclaré avoir été gênés lors de la réalisation du myélogramme ou lors de l'hospitalisation. 92% ont déclaré aussi avoir ressenti de la fatigue. 77% des patients ont estimé que leur maladie les a rendus anxieux. Passons à la discussion. Donc, dans notre série, l'âge médian des patients était relativement plus élevé. Ceci est expliqué par le fait que les autres séries n'incluent que les enfants moins de 14 ans. On note une prédominance féminine à la différence des autres séries où il y a une répartition égale ou une légère prédominance masculine. Pour la gravité de la présentation initiale, il y a prédominance comme les autres séries du grade 3 de Buchanan. Comme toutes les autres séries, le tableau initial est marqué par un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux. Pour la profondeur de la thrombopénie, on note des résultats similaires aux autres séries, que ce soit pour le taux de plaquettes moins de 20 000 ou les taux médians et moyens. Dans notre série, on note un taux élevé d'utilisation de la corticothérapie initiale, mais de taux faible d'abstention d'utilisation d'immunoglobuline intraveineuse. L'utilisation de l'anti-CD20 était similaire à d'autres séries, mais une utilisation moindre de l'élthrombopaque par rapport aux autres séries. Chez les patients splénectomisés, on note un âge médian relativement élevé et un taux de réponse similaire par rapport à d'autres séries. Presque le tiers des patients de notre série se sont passés à la chronicité, chiffre proche des autres séries. Donc, en conclusion, c'est une affection observée le plus souvent chez les jeunes enfants de 2 à 6 ans avec prédominance féminine, présentation initiale brutale et qui peut faire suite à une infection virale. La prévention des saignements graves est le facteur pronostic le plus important à la phase aiguë. L'évolution est généralement favorable en moins de 6 ans et les formes chroniques restent préoccupantes. Merci. Merci, Dr. Damé, pour cette présentation. Et donc là, pour des questions, si vous avez, donc, pour les 2 orateurs concernant la thrombopénie. Oui, c'est fait. J'ai 2 questions pour la première présentation. Est-ce que les malades qui ont été mis sous corticothérapie ont répondu sous corticoïdes avant l'accouchement et quel taux? Le taux de plaquettes,
tout en sachant que nos amis gynécologues souhaitent un taux de plaquettes supérieur à 100 000 pour qu'ils démarrent l'accouchement. Il y a toujours une discussion, quand est-ce qu'on commence ils préfèrent 100 000. C'est la première question. Ma deuxième question, dans votre série, c'est signalé, il y a des malades qui ont des anticorps antinucléaires positifs. À quel taux? Et est-ce que ça a été pris en charge par les internistes parce que l'association grossesse vascularité fréquente? Merci. Merci pour vos questions. Donc, pour la première question, je n'ai pas bien entendu, mais pour la deuxième question, oui, les patientes ont été adressées au service de médecine interne pour prise en charge et pour le diagnostic. Déjà, comme vous le savez, donc, seuls les anticorps antinucléaires positifs ne peut pas confirmer un diagnostic. Donc, pour exploration, on les a adressés au service de médecine interne, oui. Et ensuite, on n'avait pas le recul après. Ma première question, les malades qui ont été traités par corticothérapie, oui. J'aimerais bien savoir le taux de plaquettes avant l'accouchement. L'évolution des plaquettes. L'évolution, oui, avant l'accouchement. Oui. Avant l'accouchement, oui. Amélioration des chiffres des plaquettes pour tous les patients. Les chiffres de plaquettes entre 90 000, 6 000, c'est supérieur à 50 000 pour tous les patients, sauf la patiente qui était corticorésistante, qui a nécessité les immunoglobulines avant l'accouchement. Donc, c'est seulement cette patiente. Sinon, le test était positif avec augmentation des chiffres des plaquettes plus que 50 000. Ce qui est rassurant pour l'accouchement. Merci à vous. Oui, Tarek. Pour la même présentation, je voudrais savoir s'il y a eu des patientes qui ont eu un accouchement par césarienne ou ils étaient exclus de ce travail. C'est ça la première question. Et deuxièmement, est-ce que le devenir des patientes qui avaient une thrombopénie immunologique avait une évolution en postpartum différente des femmes qui avaient une thrombopénie liée à la grossesse? D'accord. Bon, pour l'évolution des patientes qui avaient un PTI, donc après accouchement, sous corticoïdes, ils ont bien évolué. On n'a pas nécessité le Revolade ou un traitement de deuxième ligne. Sous corticothérapie, ils ont bien évolué. Donc, et concernant la première question, pardon. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui avaient une césarienne et qui étaient exclues de ce travail? Parce que c'est une situation un peu complexe. La césarienne chez ces patientes. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y avait des indications pour césarienne? Non, est-ce qu'il y a eu des patientes qui avaient une césarienne? Oui, dans cette série, parce que ce n'est pas précisé. Ah d'accord, le type de l'accouchement, de la voie de l'accouchement. Oui, il y avait des patientes, bon, je n'ai pas précisé le nombre, mais oui, il y avait des patientes qui ont été programmées pour césarienne, oui. Mais je ne sais pas le nombre, et l'accouchement a été passé sans incident pour toutes les patientes, quelle que soit la voie de l'accouchement. Oui. Donc, une question pour l'équipe marocaine. Oui, c'est Dr Damew. Parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même, pour une population pédiatrique, 50% de myélogrammes qui étaient faits. Ça me paraît énorme, puisque ce n'est pas dans les recommandations, d'une part. Et d'autre part, vous avez dit que beaucoup de malades avaient une anémie fériprive. Oui. Pourquoi ces patients avaient eu un myélogramme? Myélogramme pour 50% des malades. On n'a pas fait de myélogramme pour 50%. Je crois que ça a été fait après échec de corticothérapie. Oui, c'est pour évaluation, après échec de corticothérapie, ce n'est pas initial. La deuxième question? Il y a eu une deuxième question? Non. Je crois que le myélogramme a été fait après échec de corticothérapie. C'est pourquoi vous avez fait le myélogramme. D'accord. C'est bon. D'autres questions? J'ai une question, s'il vous plaît, pour Dr Zainab, concernant la recherche de la thrombopénie chez les nouveau-nés, issus de mamans thrombopéniques. Est-ce que ça a été fait? Et le taux était à combien?
À peu près, juste à peu près. Donc, pour votre question, donc, concernant les nouveau-nés, donc, le suivi se fait au service de néonatologie, mais la numération se fait systématiquement. Mais sincèrement, on ne sait pas les valeurs et la prise en charge, honnêtement. Donc, ok, c'est bon. Merci. Merci. C'est bon? On va passer donc au deuxième thème. Ok. Je passe la parole à mon collègue. Donc, on va enchaîner avec les communications concernant la leucémie myéloïde chronique. Et on va diffuser la présentation de Dr Amina Bouchakour de l'Algérie sur le suivi de l'arrêt des antityrosine kinases dans le cadre de la rémission sans traitement chez les patients suivis pour une LMC en réponse moléculaire profonde. Il y a une présentation avant? Ah oui, désolé. Donc, pardonnez-moi, j'ai dû me tromper. Donc, Dr Selma Kifi, qui sera présenté par professeur Halardila, qui va nous parler de la rémission sans traitement au cours de la leucémie myéloïde chronique, état des lieux en Tunisie. À vous la parole. Merci. Donc, permettez-moi de présenter l'expérience tunisienne multicentrique sur la rémission sans traitement au cours de la leucémie myéloïde chronique. Donc, pour introduire, il est clair que les objectifs, ils ont évolué dans le traitement de la LMC et après 25 ans d'ITK, on a obtenu un meilleur contrôle de la maladie, une meilleure survie globale et un retour à une espérance de vie normale sous traitement. Les enjeux actuels ou les priorités actuelles, c'est la gestion des LMC, donc de la minorité de LMC ne répondant pas au traitement, mieux comprendre les complications à long terme du traitement et le choix de l'ITK idéalement en fonction des facteurs prédictifs d'effets indésirables graves et mieux encore, maintenir une rémission en l'absence de traitement, donc treatment-free remission. D'autant plus que nous avons des critères clairs pour l'arrêt du traitement selon les différentes recommandations internationales de moins en moins strictes. Donc, les recommandations françaises, il exige une LMC en phase chronique, un patient âgé de plus de 18 ans, un transcrit majeur BCR-ABL et un traitement pendant minimum 5 ans, une RM 4.5 pendant 2 ans. On est de moins en moins strict, donc avec les recommandations ELN 2020, on exige 5 ans de traitement pour les ITK de première génération et 4 ans pour les ITK de deuxième génération et le switch doit être fait pour intolérance ou pour les ITK de deuxième génération en première intention et une RM4 au moins pendant 2 ans. Pour l'NCCN 2021, on tolère jusqu'à 3 ans de traitement par ITK. Et bien sûr, un accès à un suivi biologique fiable par PCR quantitative et des résultats rapides avec des patients motivés, prêts à poursuivre un suivi hématologique régulier. Donc, l'état des lieux en Tunisie. Donc, une première réunion a été menée par le groupe d'études LMC pour l'étude de faisabilité de l'arrêt du traitement en 2018. Nous avons un accès, d'autant plus que nous avons un accès à un monitorage moléculaire par PCR quantitative aligné à l'échelle internationale au niveau de 4 centres, de 4 labos d'hémato en tout, 2 sur le Grand Tunis, 1 à Sousse et 1 labo à Sfax. Plusieurs tentatives d'arrêt à partir de 2014 ont été menées. On s'est inspiré pour les critères d'arrêt de l'étude STEAM et de la plus grande étude Horoski. Et une thèse a été soutenue en 2021 qui a illustré l'expérience monocentrique de service d'hématologie clinique de l'hôpital Azza Othman. Notre contrainte actuelle, et depuis 2022, c'est l'accès irrégulier à la quantification du BCR-ABL. Donc, nous avons essayé de mener une étude rétrospective multicentrique avec un objectif d'évaluer la possibilité de l'arrêt du traitement chez nos patients, donc traités pour une LMC en se référant aux recommandations internationales. Donc, c'était une étude rétrospective, descriptive, transversale, ayant colligé les patients LMC à partir de 5 centres d'hématologie sur une période de 18 ans, donc entre janvier 2002 et décembre 2019.
avec comme critère d'inclusion les patients atteints de LMC traités et suivis au service d'hématologie, et bien sûr comme critère d'exclusion les patients diagnostiqués en phase blastique ou accélérée, les patients décédés et perdus de vue. Nous avons expliqué pour les patients éligibles à l'arrêt les conditions pour arrêter le traitement, les modalités du suivi rapproché après l'arrêt, le risque de rechute, le retour à la bonne réponse préalable à l'arrêt en réintroduisant l'ITK. Nous avons opté pour les critères d'arrêt, donc pour les critères de l'ELN 2020, donc les LMC en phase chronique, avec un accès bien sûr à un monitorage moléculaire par PCR quantitative, traitement de première ligne ou deuxième ligne après une toxicité de la première ligne, un transcrit BCR-ABL quantifiable et une RM4 minimum pendant plus de 2 ans. Et bien sûr, absence d'échec du traitement préalable par ITK. Donc, nous avons colligé 537 patients traités et suivis pour LMC entre 2002 et 2019, donc répartis comme suit au niveau des différents centres. Parmi ces patients, nous avons 37 patients décédés et 5 perdus de vue, et 454 patients en phase chronique. Donc, parmi ces patients, 292 patients maintenus sous imatinib, 5 sous ITK deuxième génération en première intention, 157 patients switchés vers une ITK deuxième intention, dont 19 switch pour intolérance. Donc, parmi ces patients, nous avons pu colliger 167 patients qui ont bien sûr une RM4 pendant minimum 2 ans. Donc, ça répond aux critères ELN 2020. Donc, les arrêts du traitement par service. Donc, 64 patients éligibles à l'hôpital Azaf-Mena, parmi eux 47% d'arrêt, 42% d'arrêt à l'hôpital Hedji Sheker et 36% d'arrêt de traitement à l'hôpital Farhat Hachet. Donc, parmi les patients éligibles pour l'arrêt, nous avons 61 patients qui ont pu arrêter le traitement. Et voici les caractéristiques de ces patients. 52% de femmes, 48% d'hommes. 58% des patients étaient âgés entre 45 et 65 ans. Le type du transcrit BCR-ABL était B3A2 dans 72% des cas et 33% des patients étaient classés au risque de SOCAL. 52 patients étaient sous imatinib avant l'arrêt et 9 patients sous nilotinib ou dasatinib, donc switchés pour intolérance ou c'était une ITK en première intention. Donc, le délai médian pour la réponse cytogénétique complète chez ces patients était de 6 mois. Pour la RMM, était de 12 mois. Tous les patients, bien sûr, étaient en RM4 avec une durée médiane de RM4 de 78 mois. La durée totale médiane de traitement avant l'arrêt était de 132 mois. Donc, le recul médian de suivi pour ces patients était de 48 mois, avec des extrêmes de 2 à 155 mois. Le suivi était optimal chez 59 patients. Nous avons colligé 14 rechutes moléculaires parmi les 61, dans un délai médian de 6 mois, des extrêmes de 2 à 52 mois. Donc, le patient qui a rechuté à 52 mois, c'était un patient en fait perdu de vue. Et tous les patients ont pu être rattrapés dans un délai allant de 1 à 4 mois. 7 ont réobtenu une réponse moléculaire majeure, 4 une réponse moléculaire 4, une RM4 et 3 une RM5 à la date des dernières nouvelles. Donc, l'incidence cumulée des rechutes moléculaires à l'arrêt du traitement était de 23,7%. À noter que 71% des rechutes sont survenues dans un délai inférieur à 6 mois. Les caractéristiques des patients ayant présenté une rechute moléculaire à l'arrêt du traitement, l'âge médian était de 59 ans. 50% quand même étaient classés au risque de SOCAL pour les rechutes. La durée médiane de traitement était de 100 mois. 12 patients étaient sous ITK de première génération et 2 patients sous ITK de deuxième génération. La durée médiane de la RMM était de 79 mois. La durée médiane de RM4 était de 64 mois. Et 64% des patients étaient en RM4.5, 36% en RM5.
Les facteurs revenus prédictifs de rechute après arrêt du traitement dans notre série, c'était la durée de la RM4. Donc, la durée moyenne était de 61 mois parmi les patients qui ont rechuté versus 93 mois, donc avec un P significatif. Et on retrouve le haut risque de SOCAL. Donc, l'incidence cumulée de rechute dans le groupe haut risque de SOCAL était de 43,7% versus 15% avec un P à 0,01. Si on s'intéresse maintenant aux patients qui n'ont pas arrêté le traitement, quand même, on trouve 61% de réticence par crainte de la rechute moléculaire et pour eux, le suivi mensuel au cours des 6 premiers mois est contraignant. Les perspectives au vu de ces résultats, donc comment pouvons-nous accroître le nombre de patients éligibles à l'arrêt du traitement? C'est le recours plutôt aux ITK deuxième génération en première intention ou par le switch précoce chez les patients sans réponse moléculaire à 3 mois et éventuellement par un changement de traitement chez les patients ayant une RMM stagnante afin d'approfondir encore plus la réponse. La présence de guidelines avec des critères moins exigeants tels que les NCCN 2021, donc tels qu'une durée totale du traitement de 3 ans ou plus au lieu de 5 ans. Et donc, pour conclure, l'arrêt de l'imatinib est donc faisable en Tunisie, donc à condition d'avoir une bonne coordination entre patients, médecins et biologistes, donc, et une bonne communication. L'entretien du patient avec le médecin est très important pour discuter de ses craintes et une étroite collaboration entre cliniciens et biologistes pour programmer l'arrêt du traitement, quitte à préparer un échéancier adapté en fonction de la capacité de chaque laboratoire. Et je vous remercie. Je remercie également les membres du groupe d'études de LMC. Merci, professeur Belkal, pour la présentation de cette belle cohorte. Et on va passer maintenant à la présentation de Dr Amina Bouchakour, qui va être diffusée maintenant. Merci. Allez-y. Alors, bonsoir à toutes. On remercie la Société marocaine d'hématologie de nous avoir donné cette opportunité pour participer au 20e congrès maghrébin, donc en association avec la Société algérienne et la Société tunisienne. Et là, nous allons présenter un travail concernant la leucémie myéloïde chronique. Donc, nous proposons le suivi de l'arrêt des antityrosine kinases dans le cadre de la rémission sans traitement chez les patients suivis pour une leucémie myéloïde chronique en réponse moléculaire majeure. On sait très bien que la rémission sans traitement est devenue un enjeu majeur dans la prise en charge de l'ALMC après une réponse moléculaire profonde. Nous évaluons le suivi des patients en réponse en traitement après 36 mois d'évolution. Donc, il s'agit d'une étude qui a porté sur 40 patients suivis pour leucémie myéloïde chronique, 35 patients sous hématinib molécule générique, 4 patients sous nilotinib et 1 patient sous dasatinib. Le suivi a été fait par PCR automatisé Gène Expert. Donc, le contrôle se faisait chaque 2 à 3 mois par PCR la première année, puis 3 à 6 mois la deuxième année et la troisième année. La reprise de l'antityrosine kinase, l'imatinib, nilotinib ou dasatinib, c'était si le transcrit était supérieur à 0,1, soit la perte de la rémission moléculaire majeure. Quelles étaient les caractéristiques de nos patients qui ont bénéficié de cet arrêt? Donc, l'âge médian au diagnostic, c'était une population jeune de 40 ans, donc on avait même des enfants. Il y avait 4 enfants, mais au moment de l'arrêt, l'âge était, une médiane d'âge était de 49 ans, donc les enfants ont atteint l'âge de 18 ans. Donc majoritairement, c'était des femmes, donc on avait 20 femmes et 15 hommes. Le SOCAL, majoritairement, comme vous voyez, selon le SOCAL, on avait des faibles risques, majoritairement c'était les risques intermédiaires et les hauts risques. Selon le LTS, donc c'était majoritairement c'était les faibles risques, on avait quand même des risques intermédiaires et des hauts risques. Tous les patients étaient en phase chronique, aucune progression. Le type du transcrit était de grand MBCR-ABL. Donc pour le traitement, donc les patients sous hématinib ont reçu la dose de 400 mg jour depuis 2007 jusqu'à le dernier LAD a reçu son traitement jusqu'à avril 2014. L'évaluation, donc la réponse moléculaire profonde a été achevée chez ces patients sous hématinib en moyenne à 70 mois. 2 patients étaient en réponse moléculaire LOC4 et 33 patients étaient en réponse profonde 4.5. La médiane de suivi sous hématinib, elle était en moyenne de 8,5 ans, donc
Le minimum, c'était 6 ans et le maximum 12 ans. Quelles sont les caractéristiques des patients qui étaient sous nilotinib? Donc, 4 patients en deuxième ligne. Le switch a été fait surtout pour intolérance, il n'y avait pas d'échec. Donc, l'âge médian, c'était 35, 50 ans et 75 ans. On avait plus de femmes qu'hommes et le SOCAL, toutes les patients étaient de haut risque. La phase chronique, bien sûr, la réponse était une réponse profonde, la RM 4.5. Et la durée du nilotinib, elle était de 6 et 7 ans. Pour le dasatinib, donc ça a concerné surtout une femme qui désirait faire une grossesse. Elle a reçu du dasatinib en deuxième ligne pour améliorer sa réponse moléculaire profonde. Elle était âgée au diagnostic de 30 ans et à l'arrêt, elle avait de 39 ans. Donc, son SOCAL était intermédiaire, elle était en phase chronique et la réponse, elle était à 4.5. Donc, le dasatinib a amélioré sa réponse et la durée du traitement par dasatinib, il était de 6 ans. Qu'en est-il des résultats de cet arrêt? Donc, la réponse moléculaire profonde et la réponse moléculaire majeure, chez les 44 patients, il y avait 17 qui ont perdu la réponse, donc 42,5%. 14 sous hématinib et 2 patients sous nilotinib, une sous dasatinib. C'est-à-dire, en tout, on avait 17 patients qui ont perdu cette réponse moléculaire. La perte de la réponse moléculaire, majoritairement, elle est survenue le 1er, le 3e et le 6e mois. Donc, on a évalué les patients qui sont restés en réponse sans traitement. Ils avaient un syndrome de sévrage, donc nous l'avons remarqué chez 10 patients pour 25 patients. Le premier mois de l'arrêt de surtout l'hématinib, et c'était surtout des douleurs articulaires ou le prurite, et on avait une patiente qui est devenue diabétique. Quel était le taux de la réponse en traitement? Si on va voir que 23 patients sont restés en réponse moléculaire, sont restés en rémission sans traitement. Ces 23 patients, c'était 21 les malades qui étaient sous hématinib, soit 60%. Parmi les 4 patients sous nilotinib, donc on avait 2 patients qui ont perdu la réponse moléculaire majeure. Le suivi de cette rémission sans traitement, sous hématinib, en moyenne, 39 mois. Ça veut dire que le minimum, le patient avait 15 mois d'arrêt et le maximum, 14 patients, ils étaient à 46 mois d'arrêt. Ils ont toujours préservé la réponse moléculaire profonde. Le suivi sous nilotinib, il était de 12 mois. Donc, on n'a pas beaucoup de recul sous nilotinib. Donc, pour la recherche du transcrit, donc le suivi, on a vu qu'à chaque fois on fait le contrôle, il y avait des fluctuations des réponses, mais les patients n'ont pas perdu la réponse moléculaire profonde. Et le transcrit, il était indétectable depuis 12 mois chez 10 patients. Donc, chez 10 patients, le transcrit, il est toujours indétectable. Alors, quand on a évalué la reprise de l'ITK chez les patients qui ont qui ont perdu la réponse moléculaire majeure, on a remarqué que la rémission profonde elle a été réobtenue après 6 mois de traitement. Ça veut dire quand on a retraité, les malades ont repris leur réponse moléculaire profonde après 6 mois. Et la durée de la reprise en moyenne, elle est de 30 mois. Donc, ces patients-là, ils ont plus de 30 mois de reprise du traitement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en discussion? Que le taux de la réponse sans traitement, il est de 57,5% dans notre cohorte sous ETK. 14 sur 23 patients, soit 61% des patients sont à plus de 36 mois, c'est-à-dire avec des fluctuations du transcrit sans perte de la réponse moléculaire majeure. L'analyse des rechutes, quand on a analysé les rechutes chez les 17 patients, révèle que la durée de l'hématine chez ces patients était en moyenne de 9 ans. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont pris le traitement pendant en moyenne 9 ans. Sans différence avec les patients qui ont déjà gardé la réponse sans traitement qui était de 8,7. Le score de SOCAL, que ce soit le LTS ou le SOCAL, n'a pas eu d'influence parce qu'on a comparé les patients qui ont perdu la réponse par rapport à ceux qui ont gardé cette réponse. On n'a pas vu qu'il y avait une différence. La profondeur de la RM, par contre, était une condition pour l'arrêt, mais dont nos résultats ne confirment pas à elles seules son influence puisque 82% de nos rechutes, ils étaient en RM 4.5. Donc, ce qu'on a conclu que les études de l'arrêt des ITK sont multiples, dont les résultats de la réponse en traitement se rapprochent. L'analyse des facteurs pronostiques à une bonne réponse en traitement considère l'observance au long cours comme un critère important pour le choix des patients éligibles et pour garder la réponse moléculaire profonde. Les arrêts du traitement en vue d'une conception, une fois la réponse moléculaire profonde obtenue, ont permis d'autoriser des arrêts multiples de l'ETK avec reprise de la réponse moléculaire profonde. Par expérience, étant habilité de tenter un deuxième arrêt de l'ETK chez les patients en rechute,
après un premier arrêt, avec un switch, bien sûr, vers un ETK non pris en première ou en deuxième ligne en cas de nécessité. Donc, c'est la question qui se pose par rapport à s'est inspiré aux patientes qui ont fait 2 à 3 grossesses durant leur maladie et la reprise du traitement, elle a toujours, c'est-à-dire elle a été toujours bénéfique puisque les patientes ont repris la réponse moléculaire profonde. Et je vous remercie. Donc maintenant, on va passer à la troisième présentation qui va être faite par Dr Mataoui Belabès Hajar du service d'hématologie clinique de Casablanca qui va nous parler du traitement de la LMC par imatinib générique. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter notre travail réalisé au sein du service d'hématologie Casablanca intitulé leucémie myéloïde chronique, traitement par imatinib générique. La leucémie myéloïde chronique représente 15% des leucémies nouvellement diagnostiquées. Son incidence est de 2 cas par 100 000 habitants. Le pronostic a été révolutionné par l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase. Selon l'étude IRIS actualisée, l'imatinib a permis une réponse cytogénétique complète à 92%, une rémission moléculaire majeure à 93% et une survie globale à 83% sur un recul moyen de 11 ans. L'imatinib générique a été également utilisé et permet des résultats thérapeutiques similaires. L'objectif de notre étude est d'explorer la LMC en phase chronique, évaluer la survie globale et la survie sans progression des patients sous imatinib générique entre 2014 et 2023, identifier les obstacles afin d'améliorer les résultats. Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée au sein du service d'hématologie du CHU Ibn Rushd Casablanca sur une durée de 10 ans, du janvier 2014 jusqu'au décembre 2023, incluant tous les patients LMC en phase chronique traités par imatinib générique en première ligne. L'origine principale de nos patients était la région Grand Casablanca-Stade, suivie de la région Blimla-Al-Khnefra. 172 patients ont été colligés, la médiane d'âge était de 45 ans, un maximum de fréquence était observé dans la tranche d'âge comprise entre 30 et 50 ans. Il y avait eu légère prédominance féminine avec un sexe ratio de 1,18. Le délai moyen de consultation était de 18 mois. La découverte de la LMC était fortuite dans 15% des cas, dont 3 au cours d'une grossesse. La splénomégalie était retrouvée chez 78% des patients, avec un débord splénique moyen à 12 cm. L'altération de l'état général était retrouvée dans 31% des cas, priapisme chez 4% et des douleurs osseuses chez 2% des malades. Un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par décilitre a été observé chez la majorité de nos patients, avec une valeur plus basse à 4,3 grammes. L'hyperleucocytose a été observée chez tous nos patients, avec un taux moyen de 223 giga par litre, avec des extrêmes allant de 11 giga à 993 giga par litre. Une thrombocytose a été notée chez 37% de nos patients, avec un taux maximal à 1 600 000. L'étude du frottis sanguin a montré une myélémie avec un taux moyen de 32%, avec des extrêmes allant de 8 à 70%. Le karyotype hématologique a été réalisé systématiquement chez tous nos patients et a objectivé la translocation 922 chez 92% des patients, dont 16% avaient des anomalies cytogénétiques additionnelles. La fiche à la recherche du transcrit BCR-ABL a été réalisée chez 5% des patients, chez qui le karyotype ne montre pas de translocation 922 ou échec de culture, avec une forte suspicion de LMC. Revenu positif chez tous ces patients. La PCR quantitative a été réalisée chez 21 patients, dont 6 patients avec un karyotype normal. Revenu positif chez tous les malades, avec un moyen de ratio de 76%. Concernant le pronostic, le score de Sokal nous a permis de répartir les patients en 3 groupes, bas risque chez 21% des cas, risque intermédiaire chez 33% et un groupe de haut risque dans 46% des cas. Tous nos patients ont été mis sous imatinib générique à la dose de 400 mg par jour, ce qui a permis une rémission hématologique complète à 3 mois chez 97% des patients, une rémission cytogénétique complète sur un recul moyen de 63 mois chez 66% des cas, une rémission cytogénétique partielle chez 4% et une rémission cytogénétique mineure dans 2% des cas. 22% des patients étaient en échec cytogénétique. La réponse moléculaire a été évaluée chez 95% des patients
en rémission cytogénétique complète, dont 73% étaient en réponse moléculaire majeure. L'évaluation de la rémission sans traitement n'était pas réalisable dans notre contexte vu la difficulté du monitoring de la réponse moléculaire par PCR. Les effets secondaires de l'imatinib observés dans notre série étaient d'ordre hématologique chez 33 malades, dont 22 cas de thrombopénie nécessitant l'arrêt et changement par nilotinib chez un malade et une diminution des doses chez les autres. 3 cas de neutropénie de grade 3 nécessitant la diminution de dose. Et 3 cas de neutropénie grade 3 nécessitant la diminution de dose et 8 cas d'anémie sévère, dont 3 mal tolérés nécessitant la transfusion et 5 cas d'anémie réversible après diminution de dose. La toxicité non hématologique était dominée par les arthralgies chez 8 patients, l'hypopigmentation cutanée chez 4 malades, les épigastralgies étaient observées chez 5 patients, dont 2 ont nécessité la diminution de dose. Malgré l'échec thérapeutique et devant le manque de moyens, le traitement n'a pas été modifié chez 9 patients et la dose d'imatinib a été augmentée chez 18 patients avec obtention d'une réponse moléculaire majeure chez 7 malades et 11 malades restés en échec. Un traitement par nilotinib a été démarré chez 21 malades avec obtention d'une réponse moléculaire majeure chez 11 patients, un échec chez 6, dont 5 mis sous dasatinib, 4 ont obtenu une réponse moléculaire majeure. 8 décès ont été constatés, dont 6 par évolutivité de la maladie. L'apparition d'anomalies cytogénétiques additionnelles était de l'ordre de 9%. 3 rechutes cytogénétiques étaient observées après 1 an et demi du traitement en moyenne. La survie globale à 10 ans était de 91% et la survie sans événement était de 50%. Plusieurs études effectuées en Chine, en Inde ou en Turquie ont prouvé la non-infériorité de l'imatinib générique par rapport au Glivec sans toxicité supplémentaire. Nos résultats en termes de rémission cytogénétique complète cumulative et réponse moléculaire majeure cumulative se rapprochent de la littérature. Dans notre série, 28% des patients étaient réfractaires primaires, dont 6% étaient intolérants, conduisant à l'arrêt du traitement ou diminution de dose, et 2% des patients ont présenté une rechute. Nous n'avons peu de patients sous ITK de deuxième génération, 21 malades sous nilotinib et 5 patients ont switché pour dasatinib. Pour les malades en rémission cytogénétique complète, nous ne pouvons pas proposer une TFR par difficulté du monitoring. Notre profil est caractérisé par un âge jeune des patients, un score de SOCAL élevé. Le défi majeur retrouvé était la non-observance intentionnelle ou non intentionnelle du traitement, difficulté du monitoring de la réponse moléculaire et l'accessibilité aux ITK de deuxième génération. Probablement l'utilisation d'un ITK de deuxième génération en première ligne chez nos malades avec un score de SOCAL élevé améliorait les résultats. Je vous remercie. Merci à tous les participants. Et maintenant, on va passer à la discussion. Donc, s'il y a des questions. Moi, j'ai une question à la présentation tunisienne, Dr Dira. Pour les patients qui ont arrêté le traitement, est-ce que la recherche du profil mutationnel a été faite qui pourrait expliquer la rechute? Sachant que la mutation dans le domaine de la tyrosine kinase peuvent apparaître secondairement durant le traitement, et ceci quels que soient les ITK utilisés, et même si le patient était initialement répondeur. Malheureusement, la recherche mutationnelle n'est plus faisable depuis minimum 4 ans à l'Institut Pasteur. Donc, on n'a pas pu faire de recherche mutationnelle. Chez aucun patient? Chez aucun patient, oui, malheureusement. D'accord, merci. Après la reprise, le changement tous les patients ont répondu. Oui. Oui. D'accord, merci. Ma question, comment, pour ceux qui ont arrêté le traitement, comment a été comment on dit surveillé, suivi, le monitoring, la biologie moléculaire? Donc, selon les recommandations, les 6 premiers mois de façon mensuelle. Mensuelle? Oui, entre 6 et 12 mois tous les 2 mois, et par la suite tous les 4 mois. À partir d'un an, donc à tous les 4 mois. Est-ce que c'est faisable de faire tous les mois
BCR-ABL. Et comme tu sais, on a eu des problèmes de manque de réactifs avant. Et pour les malades qui sont sous traitement, on fait un contrôle tous les 6 mois. Donc il y a toujours un risque de rechute, même s'ils répondent après. Oui. Malheureusement, ça, c'est mon avis. Malheureusement, depuis 2022, nous avons un accès irrégulier à la quantification moléculaire du BCR-ABL. Donc, depuis 2022, le nombre de patients en arrêt du traitement a nettement diminué. Est-ce qu'ils ont vraiment fait des bilans mensuels? Ça, c'est important. Est-ce que ça a été fait ou non? Pour détecter le moindre rechute, c'est ça? Le suivi a été régulier pour 59 patients parmi les 61. Réellement, il y a 2 patients qui n'ont pas respecté le suivi recommandé. Juste un commentaire par rapport à la conclusion qu'a émise le Dr Rdira, qui dit qu'on va privilégier les ITK de 2e génération pour pouvoir arrêter les traitements. Je pense que l'expérience tunisienne ne le permet pas de le dire parce que, comme vous l'avez vu, la majorité des patients ont eu des ITK de 1re génération et peu de malades ont eu des traitements à base d'ITK de 2e génération. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point concerne justement le suivi, l'importance de faire donc un suivi à l'échelle mutationnelle et moléculaire. Pour le suivi? Oui. Donc, le fait de proposer les ITK 2e génération en première intention, c'était dans l'optique d'avoir rapidement, précocement, une réponse moléculaire profonde, minimum une RM4. On voit très bien que les patients, la durée de la RM4, elle influence nettement la survenue d'une rechute moléculaire après l'arrêt. C'est dans cette optique qu'on a proposé de proposer précocement les ITK 2e intention, donc au diagnostic s'il y a l'indication, ou à 3 mois en cas d'alerte, donc si BCR-ABL inférieur à 10%. Pour le suivi, actuellement, donc à l'état actuel des choses, en fait, on a un accès irrégulier à la quantification, donc on peut, depuis 2022, on ne peut pas en fait respecter les recommandations telles qu'elles ont été publiées. Mais je dirais plutôt réserver les ITK de 2e génération chez les patients qui ont un score de SOCAL élevé. Voilà. Il faut éviter parce que l'imatinib, il garde toute sa place chez les malades qui sont à faible risque ou risque intermédiaire. Voilà. Peut-être les hauts risques donc, ne seront plus proposés pour l'arrêt du traitement à l'état actuel des choses. Oui. Quoique ça ne figure pas dans les recommandations internationales, mais c'est clair que le haut risque de SOCAL influence nettement la rechute moléculaire. Et une question à l'équipe marocaine, parce que j'ai vu qu'il y avait 30% à peu près d'échecs au traitement, ce qui me paraît quand même très important et inattendu, et ça me laisse quand même perplexe par rapport à la qualité de l'ITK générique qui est utilisé. La source n'a pas été précisée. Est-ce qu'on a une idée sur justement l'origine de cet ITK? Docteur Matawi. Bonjour. Alors, la question, c'était par rapport... Alors, 30% d'échecs, déjà, il y a pas mal de patients qui avaient un score SOCAL qui était très élevé. On a une population qui est aussi très jeune. Donc, il y a aussi le problème d'observance de traitement. Et donc, c'est plus par rapport à ça, oui. Merci. Alors, juste un commentaire, effectivement, vous avez raison, c'est énorme par rapport à ce qui est dans les autres séries. Alors, l'origine, en fait, on a 3 ou 4 laboratoires, bien sociétés pharmaceutiques, qui produisent ces génériques. Et je pense qu'on fonctionne de la même manière que vous, c'est le moins 10 ans au niveau des CHU, parce que ça, là, c'est une série du CHU. Donc, chaque année, peut-être on va avoir c'est pas toujours le même produit. Donc, cette année, c'est celui-là. L'autre, c'est... Voilà. Et
justement, mais c'est des choses qui sont indépendantes. Mais là, pour la rédaction du référentiel, on est parti sur des recommandations pour les patients qui ont un SOCAL élevé. On a proposé d'emblée un ITK de 2e génération. Parce que notre... Ben, si, on l'a mis dans le référentiel. Je rêve. D'accord. Mais on l'a mis dans le référentiel parce que c'est des patients jeunes qui méritent d'avoir toute leur chance. Et puis... Oui, ça a été, bien sûr que ça a été. Oui, Oustaz Malfi. Donc, une question pour, en fait, une question pour l'équipe tunisienne et surtout et aussi algérienne. Au fait, pour le monitorage des patients qui ont arrêté le traitement, donc BCR-ABL tous les mois pendant au moins 6 mois, comment vous faites avec les organismes de remboursement? Parce que nous, au Maroc, on a du mal à avoir un remboursement du transcrit BCR-ABL tous les 3 mois. Donc, j'imagine le fait de le faire tous les mois, comment ils vont vous rembourser. Et dans la même question, donc à peu près même question pour mes collègues casablancais, très belle série de patients. Combien vous avez pu arrêter le traitement chez cette population de patients où là, il n'y a pas eu de tentative? Alors à Casa, il y a très peu de patients justement à qui on a pu arrêter. La plupart du temps, les patients eux-mêmes sont réticents pour l'arrêt du traitement. Et je ne pense pas qu'on ait plus que 4 ou 5 sur toute la cohorte. Je crois que le choix est facile lorsqu'on sait que le traitement il est délivré à l'hôpital et que le BCR-ABSON il doit le payer à l'extérieur. Donc c'est à la charge du patient. Je crois que ça facilite le choix pour le patient pour garder son traitement et donc il garde une sécurité. En tout cas, je parle d'Agadir, mais je crois que c'est la même chose à Casa. Justement, dans le cadre du référentiel, on avait fait comme ça un petit questionnaire adressé aussi bien au privé qu'au niveau du CHU. Je pense au niveau de la région de Casa, on était à presque une centaine de patients qui étaient en TFR. D'accord, tout secteur confondu. Seulement, on n'adhère pas. Bon, j'allais faire ce commentaire, mais nous, on ne fait pas de PCR chaque mois. Donc, on a eu des discussions, notamment avec les gens du MD Anderson et tout. Eux-mêmes ne font pas chaque mois. Donc, on fait une PCR tous les 3 mois, exactement. Et puis, après, c'est chaque 4 mois, puis chaque 6 mois. Mais vraiment, les résultats de la TFR pour le moment, chez nous, on a entre 20 à 30% de patients qui reprennent. Et sinon, les autres, ils sont tranquilles. Par contre, ce qui a changé dans notre attitude, c'est qu'on a intégré, quand on faisait la TFR, on intégrait systématiquement donc ITK 2e génération, s'il était sous 1re génération. Maintenant, on revient à la classe thérapeutique auquel était mis le patient avant. Merci. Donc, pour nous, en Tunisie, en fait, c'est remboursable par l'État, donc ça ne pose pas de problème. On doit s'organiser avec le laboratoire pour les rendez-vous et surtout actuellement pour la disponibilité en fait du réactif. Donc, on va enchaîner avec les 3 dernières présentations concernant le lymphome de Hodgkin. Et donc, nous allons inviter Dr Malek Sayadi du service d'hématologie de l'hôpital Azarfmen de Tunis pour nous parler de l'expérience du service dans l'évaluation du protocole tunisien du lymphome de Hodgkin de l'adulte. À toi la parole. Donc, bonjour à tous. On va voir ensemble une évaluation du protocole tunisien du lymphome de Hodgkin de l'adulte. En Tunisie, le groupe d'études des lymphomes de Hodgkin a élaboré 4 versions, celles de 1999, 2002, 2008 et 2015. Chaque version est inspirée des résultats de la version précédente et analysée selon les données de la littérature. L'esprit du MDH 2015, notre protocole actuel qui est inspiré du groupe allemand, et la diminution de la toxicité à court et à long terme de la chimiothérapie, tout en gardant une bonne survie globale et une survie sans événement. Donc, qu'en est-il de nos résultats ?
Pour ce faire, nous avons mené une étude rétrospective de janvier 2015 à décembre 2023 au service d'hématologie clinique de l'hôpital Aziz Al Othmane de Tunis. Nous avons inclus les patients de plus de 15 ans diagnostiqués d'un lymphome de Hodgkin confirmé par une étude anatomopathologique et immunohistochimique et traités selon le protocole MDH 2015. N'ont pas été inclus les patients traités hors protocole lors de la pandémie Covid à cause de mauvaises conditions socio-économiques et en cas de contre-indication aux anthracyclines. Les objectifs de notre étude étaient d'analyser les caractéristiques épidémiocliniques, biologiques et radiologiques de cette population, évaluer le protocole MDH 2015 et juger sa tolérance. Un petit aperçu pour nos amis de notre protocole tunisien. En fait, l'inclusion des patients dans des groupes se fait selon l'âge, les comorbidités, le performance status, le stade Ann Arbor et pour les stades localisés, la présence de facteurs de risque, donc qui sont l'âge supérieur à 50 ans, l'atteinte de plus de 3 aires ganglionnaires, l'atteinte sous-diaphragmatique, la présence d'une masse tumorale de plus de 7 cm et une vitesse de sédimentation accélérée. Pour les patients de moins de 60 ans, le premier groupe inclut les stades localisés sus-diaphragmatiques sans facteur de risque déjà cités. Le groupe 2 inclut les patients en stade localisé avec au moins un facteur de risque. Le groupe 3 inclut les patients en stade étendu et le stade 2 avec gros médiastin. Pour les patients de plus de 60 ans, on individualise 2 groupes selon l'âge, le performance status, les comorbidités et le stade. Donc, les groupes localisés reçoivent 2 cures ABVD initialement. Le groupe 3 reçoit 2 cures BICOP. Une première évaluation intermédiaire est faite par scanner. Les patients répondeurs sont les patients qui obtiennent une réponse scanographique supérieure à 75% selon les critères de Chazen. Donc, pour le groupe 1, les patients répondeurs reçoivent une radiothérapie des sites initialement atteints. Si la réponse scanographique est entre 50 et 75%, ils reçoivent une cure ABVD supplémentaire, une radiothérapie. Si la réponse est inférieure à 50%, une escalade vers des cures BICOP, puis une radiothérapie. Pour le groupe 2, les patients répondeurs continuent par 2 autres ABVD et une radiothérapie. Si la réponse est inférieure à 75%, il y a une escalade vers les cures BICOP et une radiothérapie. Quant au groupe 3, les patients répondeurs bénéficient d'une escalade vers des cures ABVD et c'est la fin du traitement. Les patients qui obtiennent à l'évaluation intermédiaire une réponse inférieure à 75% continuent par 2 cures BICOP. Une deuxième évaluation intermédiaire faite. S'ils sont répondeurs, on continue par 2 BICOP et c'est la fin du traitement. Sinon, on passe au traitement de rattrapage. Les patients âgés reçoivent 4 à 6 cures COP ou AVD selon les stades localisés ou étendus. Donc, au final, nous avons recensé 282 cas avec un âge médian de 33 ans et un sexe ratio à 0,88. Les symptômes B étaient présents chez près de la moitié de nos patients. La vitesse de sédimentation était accélérée dans 62% des cas. 57% des patients avaient un gros médiastin. Une compression vasculaire au diagnostic était retrouvée dans 22% des cas. 3 cas de SAM ont été notés. Pour les stades étendus, un score SPI supérieur à 3 chez 43% des patients. Donc, pour le bilan d'extension, 145 patients ont pu bénéficier de la TEP. Je rappelle que la TEP a été mise en vigueur en Tunisie en 2018 au secteur privé et en 2020 au secteur public. Ces patients, l'utilisation de la TEP a permis un upstaging dans 40% des cas. Donc on remarque que la majorité de nos patients avaient un stade étendu avec une prédominance des localisations hépatiques, ostéomédulaires, pulmonaires et osseuses. Donc, au terme du bilan d'extension, 99 patients avaient un stade localisé. Je rappelle le groupe 1 qui comporte les patients en stade 1 et 2 sus-diaphragmatique sans aucun facteur de risque. Donc, ces 15 patients étaient 100% répondeurs et aucun cas de rechute n'a été recensé. Le groupe 2
qui inclut les stades 1 et 2 avec au moins un facteur de risque, était de l'ordre de 84 patients. Donc, à la première... Je ne peux pas retourner. Donc, à l'évaluation intermédiaire, 80% des patients étaient répondeurs et en fin de radiochimiothérapie, 98% des patients étaient en RC. Pour les 20% des patients qui n'étaient pas répondeurs lors de l'évaluation intermédiaire, ils ont bénéficié ils ont eu une escalade vers des cures BICOP et à la fin de la chimioradiothérapie, 80% des patients étaient en RC. Donc pour les stades localisés, la réponse globale était de l'ordre de 84,8%. Le taux de rechute était de 5,4% avec un délai médian à 2,7 ans. Passons maintenant au groupe 3, donc, qui a recensé 138 patients. Nous avons eu un décès toxique lors de la première cure BICOP. À la première évaluation intermédiaire, il y avait 2% de patients qui étaient en progression et qui a été attestés par biopsie et sont passés directement au traitement de rattrapage. 47,5% des patients étaient répondeurs et après la désescalade vers les cures ABVD, 93,8% des patients étaient en RC. Parmi les 50 patients qui n'étaient pas répondeurs lors de l'évaluation intermédiaire, donc on a continué par 2 BICOP et à l'évaluation intermédiaire, 78,2% étaient en RC. Et en fin de traitement, 92,6% des patients étaient en RC. Donc la réponse globale pour le groupe 3 était de l'ordre de 82,8%, un taux d'échec de 17%. Le taux de rechute était de 5,6% avec un délai médian de 2,6 ans. Concernant les sujets âgés, le groupe 4 avait inclus 23 patients. Il y a eu un décès maladie avant le début de la chimiothérapie et la réponse globale était de 90%. Pour le groupe 5, il y avait 3 décès maladie avant le début de la chimiothérapie, 20% de décès maladie au cours du traitement, 5% de décès toxiques et 55% de réponse globale. Donc la réponse globale pour les sujets âgés, les 2 groupes confondus, était de 94,8%, un taux d'échec de 5,4%, une mortalité de 19% et une mortalité surtout élevée dans le groupe 5, estimée à 34%. Pour la série globale, le taux de mortalité était de 7,8% avec 5,3% de décès maladie et 0,7% de décès par toxicité. Le taux des formes réfractaires était de 10,9% et le taux de rechute était de 4,7%. La survie globale à 3 ans était de 97,9%. La survie sans événement à 3 ans était de 95,4%. Et la survie sans rechute à 5 ans était de 98%. Un petit mot pour les formes réfractaires et les formes en rechute. Donc, 8 patients étaient initialement inclus dans le groupe 2 et 29 patients dans le groupe 3. Donc, 13 patients ont pu obtenir une rémission complète après la première ligne de rattrapage qui est le protocole IGF. Cette réponse a été consolidée par autogreffe chez 11 patients. Actuellement, 10 patients sont en RC et une patiente a rechuté après l'autogreffe. Les 2 patients qui n'ont pas pu être autogreffés sont en RC. Donc, 7 patients ont pu obtenir une rémission complète après plus d'une ligne thérapeutique, qui est généralement la bendabrintuximab. On utilise le ICE, le GMOX et les anti-PD-1. Donc, ces 7 patients ont été autogreffés et sont en rémission. 2 patients ont une maladie stable sous anti-PD-1. 6 patients sont décédés par la maladie. Un patient a été allogreffé et était décédé par toxicité. Donc, la réponse globale après les traitements de rattrapage est de 75,8% et le taux d'échec de 24,2%. Est-ce que ces résultats ont été obtenus aux dépens d'une grande toxicité?
Donc, la toxicité hématologique sur 509 cycles BICOP, on a retrouvé une anémie de grade supérieur à 3 dans 15% des cas, une thrombopénie de grade supérieur à 3 dans 21% des cas, une neutropénie dans la moitié des cas, une neutropénie fébrile dans 34% des cas, et il y a eu un décès toxique par BICOP. Pour les cycles ABVD, 26% des patients avaient une neutropénie de grade 3 ou 4 et seulement 1,8% de neutropénie fébrile. Pour les cures AVD et COP, 27% de neutropénie grade 3 ou 4 et un décès toxique a été noté. Un seul cas d'insuffisance cardiaque à long terme a été recensé, 2 cas de neuropathie périphérique transitoire, 4 cas d'érythème flagellé, aucun cas de toxicité pulmonaire. Malheureusement, pour les néosecondaires, un cas de cancer du cavum en post-radiothérapie après un délai de 4 ans, 2 cas de LAM, un cas de LALB après des cures BICOP avec un délai de 1, 2 et 3 ans. Donc, on peut dire que sur le plan clinique, que notre population est majoritairement en stade étendu et ou avec un gros médiastin, ce qui rejoint les résultats de la série marocaine publiée dans ce congrès. La réponse globale en première ligne est comparable à la littérature. Le taux de rechute pour le groupe 2 et le groupe 3 sont comparables. Malheureusement, le MDH 2015 n'a pas encore introduit la TEP dans la stratégie thérapeutique. Nous remarquons une mortalité élevée dans le groupe 5. Cela peut être expliqué par des antécédents pathologiques chargés ou un retard diagnostique. Et il y a un manque d'alternatives thérapeutiques disponibles pour les sujets âgés. La toxicité BICOP et ABVD est très élevée dans notre série par rapport à la littérature. Est-ce que cette toxicité peut être expliquée par la présence de 25% d'atteinte ostéomédulaire ou bien par l'utilisation des produits génériqués? Point d'interrogation. Donc enfin, pour conclure, nos résultats sont satisfaisants par rapport à la littérature. La toxicité hématologique et à long terme reste à améliorer et il est impératif d'introduire la TEP dans la stratégie thérapeutique. Les enjeux actuels dans le lymphome de Hodgkin, c'est de diminuer la toxicité à long terme tout en préservant un contrôle adéquat de la maladie. Les essais en cours, comme on a vu hier, le brentuximab en première ligne ou les cures BICOP-DAC. Il faut s'acharner à améliorer la prise en charge des sujets âgés et les traitements de rattrapage et planifier le traitement d'entretien pour les sujets à haut risque de rechute. Merci. Merci Malek pour cette belle présentation. Et donc nous allons passer à la communication suivante de nos amis algériens qui sera présentée par Dr Nassir Ait Amr, intitulée « Complications tardives du traitement du lymphome de Hodgkin ». Bonjour à tous, là je vous présente les complications tardives du traitement de la maladie d'Hodgkin. Comme on le sait tous, l'objectif du traitement de la maladie d'Hodgkin, c'est la guérison. Malheureusement, bien sûr avec le minimum de toxicité, mais à long terme, ça a été on a retrouvé des complications iatrogènes malignes ou non malignes qui sont malheureusement pas négligeables. Donc, dans notre série, sur une période de 15 ans, allant de janvier 1998 à décembre 2012, on a traité 922 patients atteints de maladie d'Hodgkin, tout stade confondu, par un protocole d'ABVD platine. Ce protocole a été suivi par la radiothérapie chez 732 patients, soit 79%. Il s'agit d'une radiothérapie appliquée de type focal élargie à 30 degrés, en mai 40 degrés, si forme massive ou résiduelle. Et dans certains cas, cette ABVD platine a été suivie d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques chez 42 patients, soit 5%. Donc en décembre 2020, il y a eu un recul de maximum de 21 ans et minimum de 8 ans. Parmi donc ces 922 patients traités par ABVD platine, 239 patients, soit 26%, ont présenté au moins une complication tardive. Le délai moyen de survenue de ces complications est de 76 mois et malheureusement, ça a touché le sujet jeune de 28 ans, ça va de 13 quand même à 68 ans
avec un sexe ratio qui est égal de 0,64. Les stades, initialement, donc 58% de nos patients étaient au stade étendu et 42% au stade localisé. Avec, parmi les stades localisés, 9 étaient déjà au stade 2 sous-diaphragmatique, donc on a fait de la radiothérapie en dessous. Tous les patients ont reçu de l'ABVD platine. Là, c'est de la répétition. 94% d'entre eux ont été suivis par une radiothérapie et 3% d'entre eux ont reçu une intensification thérapeutique suivie d'autogreffe. Donc, parmi les complications, on a la fibrose médiastinale, d'accord, qui représente quand même la majorité, 48%, suivie d'une hypothyroïdie, 27%, complications gonadiques, 18%, les néoplasies, 8%, infection, 8%. On a aussi des complications cardiaques, c'est 3%, un lymphœdème et un syndrome myélodysplasique. Donc maintenant, en fonction du traitement reçu, là, on a remarqué que 114 patients, en fait tous les patients qui ont eu une fibroscopie, une fibrose médiastinale ont reçu une chimiothérapie combinée à la radiothérapie. L'hypothyroïdie, 99% des patients, c'est 63 sur 65, ont reçu qui ont fait une hypothyroïdie, ont reçu aussi chimio-radiothérapie. Les infections, c'est plus les malades qui ont été traités plus par chimiothérapie. Voilà, donc le lymphœdème, c'est surtout suite aux chimio-radiothérapie. Syndrome myélodysplasique aussi, chimio-radiothérapie. Au fait, la plupart des complications qu'on a eues, on a observé 193 patients qui ont fait des complications qui sont liées au traitement combiné chimio plus radiothérapie. Voilà, maintenant, complications aussi selon le traitement reçu, comme les néoplasies. Il y a les néoplasies digestives, les néoplasies du sein, toutes les néoplasies au fait, la plupart, 17 sur 19, ont reçu une chimiothérapie combinée à une radiothérapie. Quant aux complications gonadiques, donc 53% des patients qui ont fait des complications gonadiques ont été traités par chimio, suivis d'autogreffe, suivis après par le traitement chimio-radiothérapie pour arriver à la chimiothérapie seule qui ne représente que 5 patients. Pour les complications cardiaques, tous les patients, en fait, les 8 patients qui ont fait des complications cardiaques ont reçu une chimiothérapie combinée à une radiothérapie. Le devenir de ces patients, donc 60% des patients sont toujours vivants en RC malgré leurs complications, 23% sont perdus de vue en RC, après comment on peut les considérer, et 8% de ces patients sont décédés. Maintenant, si on doit parler des patients, des 19 patients avec néoplasie, au total, sur les 19 patients, 42 patients sont vivants en RC de leur Hodgkin, bien sûr. 26% d'entre eux sont perdus de vue, mais en RC, et 32% sont décédés. Donc, le traitement de la maladie d'Hodgkin est un des plus grands succès en oncohématologie médicale. Cependant, des progrès restent à accomplir afin de limiter ces complications mortelles pour certaines et ayant un retentissement psychologique et social pour d'autres. Et merci. Bonjour à tous. Là, je vous... Donc, on va passer à la dernière communication qui va être présentée par Dr Apollinaire Afodin sur la stratégie de désescalade guidée par le TEP scanner dans le traitement des stades avancés du lymphome de Hodgkin, étude rétrospective comparative dans un centre marocain. À vous la parole. Bonjour à tous. Merci pour cette occasion qui m'est offerte
Donc, moi, je vais présenter la petite expérience de l'hôpital militaire de Rabat concernant l'application de la stratégie de désescalade guidée par le TEP scanner dans le traitement des lymphomes de Hodgkin avancé. Donc, les Hodgkin avancés, c'est les stades 3 et 4, et dans la classification allemande, ils ajoutent les stades 2 avec un gros médiastin et une atteinte extranodale. Donc, l'intérêt du TEP scanner, il est connu, que ce soit sur le plan diagnostique, vu sa sensibilité pour les atteintes nodales et extranodales, que ce soit sur le plan pronostic avec l'évaluation de la masse tumorale et du volume métabolique total, ou sur le plan thérapeutique avec l'évaluation et le suivi des patients sous traitement, notamment via le score de Deauville. Donc, vu cet intérêt du TEP scanner, plusieurs stratégies ont été établies, guidées par le TEP scanner. En gros, on a des stratégies d'escalade et des stratégies de désescalade. L'objectif de notre étude, en fait, c'est d'évaluer l'efficacité et la tolérance de cette stratégie de désescalade guidée par le TEP scanner en termes de réponse au traitement, de suivi global sans progression, et aussi évaluer la tolérance du traitement en comparaison, bien sûr, au traitement sans désescalade. Donc, on a mené une étude descriptive rétrospective, bien sûr, de 2010 à 2023 sur les patients diagnostiqués d'un lymphome de Hodgkin, stade avancé, traités dans le service d'hématologie clinique de l'hôpital militaire. Donc, c'est des patients qui ont reçu la stratégie de désescalade ou bien 6 à 8 cures de BICOP sans désescalade. Les patients qu'on a exclus, donc, c'est les lymphome B nodulaire à prédominance lymphocytaire, les lymphomes pédiatriques, les autres traitements de première ligne ou les patients qui étaient en cours de traitement chez qui on n'avait pas assez de données. Donc, le recueil de données, donc, ça a été fait via les dossiers cliniques puisque c'est une étude rétrospective. Donc, on a recueilli les données cliniques ainsi que les données paracliniques, biologiques et de l'imagerie et les données thérapeutiques différentes et l'évolution des patients. La stratégie de désescalade qu'on pratique, donc on suit l'AHL 2011. En gros, les patients reçoivent 2 cures de BICOP escaladé avec une évaluation précoce par TEP scanner à 2 cures. Lorsque le TEP scanner est négatif, ils sont désescaladés vers 2 cures ABVD et on évalue par un TEP scanner à 4 cures. Ensuite, s'il est négatif, ils reçoivent 2 cures supplémentaires d'ABVD. Une dernière précision sur la réponse au TEP scanner, selon l'AHL 2011 toujours, la réponse métabolique complète est définie par un Deauville de 1 à 3 et un Deauville 4 jusqu'à 140% du suivre hépatique. Dans les résultats de notre étude, donc, on a étudié 138 dossiers, donc après l'élimination, donc après la classification des patients et l'élimination des autres protocoles, il nous restait 76 patients qu'on a inclus. L'âge médian de nos patients était de 31,5 ans avec un sexe ratio de 2,16. Et la plupart des patients n'avaient aucune comorbidité, mais il faut savoir qu'il y avait 20 patients tabagiques et puis 4 patients qui avaient une histoire familiale d'hémopathie. La présentation clinique initiale était toujours soit les signes généraux ou bien un syndrome tumoral ganglionnaire. Le diagnostic a toujours été histologique pour tous les patients avec la forme scléronodulaire qui était la plus fréquente. Tous les patients ont reçu un bilan d'extension, ce qui a permis de les classer. Le stade 2B défavorable, on avait 16% des patients. Au stade 3, on avait 27% des patients. Et le stade 4, il y avait 56% des patients avec des atteintes extramédulaires, surtout osseuses. Et donc, les patients qui ont reçu cette stratégie de désescalade étaient de 26% et le reste ont reçu un traitement par BICOP sans désescalade, que ce soit 6 BICOP ou bien 8 BICOP. En termes de réponse au traitement, réponse en fait de traitement, on avait 90% de réponses complètes dans le groupe traité avec la stratégie de désescalade et 76,7% dans le groupe traité sans désescalade. Mais il faut aussi rappeler que tous les patients n'ont pas été évalués par TEP scanner parce que voilà, il y avait les anciens patients qui étaient suivis sans TEP scanner avant que les études guidées par le TEP scanner ne sortent. Les points intéressants aussi à voir dans nos résultats, c'est la toxicité, la tolérance au traitement, où il y avait véritablement une différence entre le groupe qui a reçu la désescalade par rapport au groupe qui a reçu du BICOP sans désescalade. Et donc, que ce soit sur le plan de toxicité hématologique, que ce soit sur les neutropénies fébriles ou bien les toxicités pulmonaires, il y avait clairement moins de toxicité dans le groupe désescaladé.
En termes de survie, on a un suivi médian de nos patients de 17,3 mois pour le groupe avec des escalades et 79 mois pour le groupe sans des escalades. Et il n'y avait pas de différence significative en termes d'OS et la médiane de suivi n'était pas atteinte. Pareil, en termes de PFS, pas de différence significative. Donc, la discussion, comparaison rapide avec la HL 2011, la valeur pronostique du TEP scanner est très bien identifiée, que ce soit à 2Q ou bien à 4Q sur la PFS. Et dans notre étude aussi, on a remarqué que le taux de progression des patients TEP 2 négatifs était bien inférieur à ceux-là qui avaient le TEP 2 positif. La HL 2011 avait aussi montré la non-infériorité en termes de PFS et d'OS de la stratégie de désescalade par rapport au BICOP sans désescalade, et aussi un gain considérable en toxicité dans le bras guidé par le TEP scanner, qui correspond aussi à nos résultats. La toxicité à long terme n'a pas pu être évaluée à cause de la durée courte de suivi de nos patients. Mais bon, si on se réfère à la HL11, donc on a remarqué qu'il y avait plus de tumeurs secondaires dans le groupe traité sans désescalade, et aussi on peut aussi souligner l'avantage sur la fertilité. Les limites de notre étude, donc important à rappeler, c'est déjà le faible effectif que nous avions dans le service, et c'était une étude rétrospective, donc avec une comparaison historique, il n'y avait pas deux groupes étudiés au même moment, et la durée de suivi qui est insuffisante chez nos patients. En conclusion, dans le lymphome de Hodgkin, on a actuellement d'excellents taux de réponse et de guérison, et l'intérêt de la stratégie de désescalade guidée par le TEP scanner est assez clair, c'est efficace, ça permet un contrôle rapide tumoral et avec une toxicité plus réduite et un coût aussi réduit vu que c'est une désescalade qui peut être très intéressante dans nos pays, surtout aux moyens économiques un peu limités. Et donc, cette stratégie devait être un standard de traitement dans le lymphome de Hodgkin avancé, surtout chez les patients qui peuvent supporter cette chimiothérapie. Et notamment vu que les immunothérapies ne sont pas très accessibles pour le moment. Je termine par cette dernière plaque de remerciement au Dr Ajar Dermani, qui a fait un travail de thèse sur ce sujet. Je remercie aussi l'équipe médicale, paramédicale et administrative de l'hôpital militaire et le service de médecine nucléaire qui nous ont pourvu les images et les interprétations qu'il faut, et de même que nos patients. Je vous remercie. Merci, Dr Afodo, pour cette belle présentation. Et maintenant, on va passer aux questions. La parole est à la salle. S'il y a des questions pour les trois participants, mais alors, Dr Nassera n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne, Dr Nassera. C'est bon, c'est bon. Je sais. Ok, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, si vous avez des questions. Pas de questions? Alors, moi, j'en ai une pour l'équipe tunisienne et je vais rebondir sur le PET scanner. Alors, je voulais juste demander... Est-ce que vous avez stadifié les patients juste avec le scanner? Nous avons inclus donc les patients traités de janvier 2015 à décembre 2023, donc la période avant 2020. Donc, il y a beaucoup de patients qui en bénéficient seulement de scanner. Mais après 2020, tous les patients étaient stadifiés par TEP. Et pour l'évaluation à mi-cure et à la fin? Oui. Donc, depuis la disponibilité du TEP dans le secteur public, donc on fait même la désescalade, on l'a fait par la TEP. Ok, merci. Donc c'est bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que on va annoncer la clôture de cette session. Je crois on a bien mérité une pause café et par la suite, on va reprendre avec une session sur le myélome multiple. Merci.